BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue à Cannes pour ce Tech Co, la quotidienne exceptionnelle. Nous sommes ici à l'occasion du World AI Cannes Festival et pendant 90 minutes, notre promesse, c'est de vous dérouler le tapis rouge de l'intelligence artificielle. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech Co, la quotidienne, on va parler robots, avec notamment Unitree. Vous savez, ce sont ces robots hyper agiles, ils seront sur le plateau de Tech Co, on va bientôt pouvoir leur greffer de l'IA et de l'intelligence. Je recevrai aussi Jean-Michel Jarre, le musicien que tout le monde connaît. Il est présent ici, il nous expliquera pourquoi l'intelligence artificielle est en train de bouleverser son métier. Et puis, invité exceptionnel tout à l'heure, puisque la ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, Anne Le Hennan, sera avec nous. On évoquera avec elle, évidemment, tous les sujets chauds du gouvernement liés aux nouvelles technologies. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour Tech Co, la quotidienne depuis Cannes. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, et pour débuter ce Tech Co, la quotidienne à Cannes, sous le soleil, mais sous le vent aussi, deux débriefeurs de talent qui sont avec nous. Luc Julia, mesdames, messieurs. Bonsoir, Luc. Bonsoir, François. Luc Julia, qui est cannois pendant quelques heures. Merci d'être là. Co-créateur de Siri, ancien directeur scientifique chez Renault. Tu as travaillé chez Samsung aussi, chez Apple. Et on va débriefer un peu l'actu. Et puis, ce salon, ici, à Cannes. Et Frédéric Simotel. Ça va, Fred? Oui, très bien. Bonsoir, François. Bonsoir à tous. Très heureux de te retrouver, Fred. Tu seras d'ailleurs sur ce même plateau pour Tech Co, la quotidienne, ce week-end. Oui, lundi soir aussi, parce que lundi soir, il y aura une émission Tech Co spéciale, d'ici. bien sûr. Et juste après, on diffusera aussi Tech Co Business avec d'autres invités, voilà. Parler des entreprises, de l'IA. Exactement. Nous sommes ici donc dans ce... C'est un salon intéressant sur l'intelligence artificielle. C'est la 5e édition. Luc, logique que tu sois là. Tu étais déjà venu dans les précédentes ou pas? Oui, moi je fais partie du comité d'honneur. Ah là là. Donc bien sûr. je suis là pour rameuter les troupes et puis pour voir mes camarades. Et pour voir un peu ce qui se passe. C'est plus le palais des festivals, c'est le palais de Luc Julia, en fait. Donc tu vois, l'idée c'est quoi? C'est de trouver des gens qui viennent parler, aller chercher les speakers, surtout aux États-Unis pour moi, parce que je suis plus proche de ça. Et puis rameuter mes camarades qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe ici, en province, comme on dit. Et donc expliquer qu'on peut aussi faire des salons intéressants avec beaucoup de gens et beaucoup de start-up ailleurs qu'à Paris. C'est intéressant de délocaliser, de quitter un peu Paris. Parce que, alors évidemment, il y a des startups de la France entière. Ce n'est pas un événement local, mais de venir ici, comme ça, dans le sud de la France. Dans le sud ou ailleurs en France d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de comprendre que sur ce qu'on considère aujourd'hui comme étant les 1000 startups IA en France, en gros, il y en a quand même 40% qui sont en dehors de Paris. Donc il faut réaliser ça. Et surtout dans le sud-est ici, donc avec Sophia Antipolis, avec tout l'héritage qu'il y a de cette partie du monde là, il y a quand même pas mal de startups. À un moment, on disait même que ici, c'était la Silicon Valley française. Moi, je m'en souviens. C'était Pierre Lafitte qui avait créé ça en 66. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc c'était il y a très longtemps. Donc, et il avait effectivement. Je ne sais pas si on a tout à fait réussi. On n'a pas tout à fait réussi, je pense, parce que quand Pierre Lafitte est parti, ça s'est un peu diluté. C'était surtout aidé par beaucoup de subventions. Et quand les subventions se sont arrêtées, ça s'est un peu calmé. Mais bon, il y a toujours quand même beaucoup de startups. Et il y a des universités, il y a des écoles, il y a quand même beaucoup d'activités. Et c'est vrai que dans le département même, avec la maison de l'IA et des choses comme ça, je suis un peu ambassadeur de tout ça. Donc c'est pour ça que je viens ici souvent. Et tu interviens ici en tant que spécialiste de l'IA? Alors ici, dans le salon, oui. Et puis ici aussi, avec la maison de l'IA, justement, dont je viens de parler, j'interviens régulièrement aussi. Mais ici, oui, j'interviens demain pour parler de souveraineté, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc souveraineté et IA. Voilà, on est là ce soir et on sera là aussi lundi pour un Tech Co, un deuxième Tech Co depuis Cannes. Fred, est-ce que tu connaissais ce salon? Oui, je connaissais ce salon. Alors, on le suit un peu depuis 3 ans. On le suit d'un peu de plus près. Je crois qu'il y a 2 ans, on était ici. L'année dernière, on n'avait pas pu venir. Mais oui, puis alors, ce qui est assez intéressant, beaucoup d'Italiens. Alors, la frontière est proche. Alors, il y a des Canadiens aussi qui sont là derrière. Donc, voilà, c'est assez cosmopolite.
pas beaucoup d'Asiatiques, nous qui sommes habitués à ces salons-là. Et c'est vrai qu'on va se retrouver dans quelques jours au MWC à Barcelone et début je pense mars. Que l'ambiance sera différente. Et par contre, voilà, beaucoup de projets. Là, depuis ce matin, moi je suis à côté de Luc. Là, on écoute les émissions, on écoute un peu ça. Et ça n'arrête pas. Tous les chercheurs qui viennent voir Luc, lui parler de leurs projets du moment. Donc on voit quand même qu'il y a ce bouillonnement ici, à travers des startups. Les régions aussi, c'est important. Et l'organisateur du salon que j'ai croisé tout à l'heure me disait, on a voulu. Alors je crois que les autres années, le grand public, ça ouvrait que le samedi. Et cette année, ils ont décidé d'ouvrir, voilà. C'est pour ça qu'on a un public un peu cosmopolite, un peu disparate, mais ça permet aussi, à l'heure où on est dans cette démocratisation de l'IA, de faire venir des gens et leur dire, voilà, l'IA c'est ça, c'est un bandeau pour un cerveau, c'est de l'IA pour la santé, c'est les invités que tu auras là dans les minutes qui viennent, c'est Jean-Michel Jarre qui sera là. Donc c'est ça, c'est montrer que l'IA aujourd'hui c'est entré dans notre quotidien et que voilà, il faut l'accepter. C'est pas, il y a des risques, on les connaît, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. À noter que tout à l'heure, nous aurons Anne Lenanf, qui est la directrice du numérique et de l'intelligence artificielle, qui sera avec nous sur le plateau. C'est vrai que, Fred, la plupart du temps, on est dans notre plateau à Paris. On est assez critique sur, on va dire, l'avancée de l'IA en France et en Europe. Ça fait du bien de sortir un peu de notre plateau et de voir que malgré tout, il y a une émulation, il y a une effervescence et ça bouge quand même. Oui. Alors après, c'est un peu comme tout. Ça donne une note d'espoir intéressante. Voilà, après c'est comme tout, il faudra secouer un peu le tamis et voir ce qu'il en ressort. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un dynamisme, on voit qu'il y a l'élan est donné. Moi, j'ai vu 3-4 startups qui ont pivoté, je les connaissais depuis un moment. Elles ont pivoté pour intégrer davantage un moteur de l'IA au sein de leur... C'est peut-être ce qui leur manquait à un moment. Ils se sont dit, mais tiens, grâce au nouveau LLM, on peut avancer. Maintenant, le message de tous, c'est où est l'argent, quoi, le financement. C'est vraiment le souci du moment. Ouais, moi, ce que je pense qui est intéressant et ce que je trouve bien ici, quand je viens ici à chaque fois, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus... on est obligé de faire les trucs parce que peut-être que comme on n'est pas à Paris, justement, on n'est pas exposé. Et donc, du coup, les pivots que tu vois et dont tu parles, on est obligé de les faire parce que on est pragmatique. Donc, on navigue comme on peut naviguer. Et c'est ça que moi, je trouve intéressant. Et d'ailleurs, le discours des politiques aussi est aussi beaucoup plus pragmatique. Parce qu'ils nous parlent d'argent, justement, du fait qu'on manque d'argent, qu'il nous faut de l'argent pour faire des scale-up et pas que des start-up. Et ça, ces discours-là, pour moi, sont importants parce que la langue de bois parisienne, il faut des fois la brûler. Alors, pas mal de personnalités sont attendues ici. On l'a dit, la ministre, Luc Julia, autre star de l'IA qui sera là demain, c'est Yann Lequin, qui évidemment est une personne respectée dans l'intelligence artificielle que tu connais, je crois, qui vient de quitter Meta, qui s'apprête à lancer sa nouvelle start-up, Ami Labs. C'est important aussi d'avoir des personnalités, alors comme toi bien évidemment, mais aussi Yann Lequin de venir ici. Bien sûr, parce que fait Yann là, c'est intéressant parce qu'il coupe les ponts un peu avec toutes les choses entendues, on va dire, de la Silicon Valley, les LLM, ces IA génératives. Il est clair dans son discours où il dit « ça ne mènera pas à l'intelligence artificielle générale », ce que je te dis moi, ce que je vous dis moi depuis des années. Donc c'est bien qu'il coupe avec ça parce que ça ne sert à rien de faire croire ça. Et les Meta et autres OpenAI, ils sont dans cette logique-là. Donc il coupe ça et il vient s'installer en France pour faire ce nouveau type d'IA, quelque chose de différent qu'il va essayer. On va voir si ça marche ou pas. Tu as un petit peu discuté avec lui de ce qu'il avait en tête? C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il a ça en tête. C'est un projet de recherche qu'il a depuis longtemps dans la tête. Là, il va essayer de faire en sorte de trouver des choses pour appliquer ces idées-là. C'est ce qu'on appelle les world models, c'est ça? C'est les world models. Donc, au lieu de se baser seulement sur le texte, ce qui est aujourd'hui le cas des LLM, on va se baser sur le contexte. C'est-à-dire qu'on va se baser sur tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on pourrait récupérer comme information. Donc aussi bien ce que tu peux voir, ce que tu peux entendre. C'est tous les sens. C'est tous les sens qui sont mis à contribution. Donc en gros, c'était 5 sens, peut-être pas le toucher, mais en gros, tu vas pouvoir récupérer. Donc tu as un modèle du monde qui est beaucoup plus complet. Donc c'est l'idée. Maintenant, est-ce que ça va marcher ou pas? On verra. Il faut trouver des cas d'application. Ça va mettre un petit peu de temps, je crois, à démarrer. Mais bon, il cherche des sous aujourd'hui. Il va lever, on dit, 500, 600 millions. On va voir s'il réussit aussi. Il devrait annoncer ça dans les semaines qui viennent. On va voir. Il y a un peu de retard à l'allumage, non, Fred, d'après ce qu'on a pu entendre?
Oui, ben, on s'attendait à des annonces, vraiment le lancement un peu plus tôt. Bon, c'est quelques semaines, hein, on n'est pas non plus à des années. Et puis c'est vrai que c'est des sommes quand même à l'échelle française qui sont énormes. Il est laissé lever plusieurs centaines de millions d'euros. Ouais. On est dans un univers, les modèles, déjà expliquer à un LLM, alors heureusement on a ChatGPT, on comprend, mais l'expliquer à des investisseurs quand même, faut. Et là on est dans des modèles de monde, c'est un nouveau modèle, donc il faut expliquer tout ça, il faut monter l'équipe, il faut voir un peu, il faut donner ses projets. Puis Yann Lequin, c'était de la recherche pure. Là, il doit passer à quelque chose, doit donner des perspectives de produits, de clientèle. Voilà, il faut que ça sorte de la recherche au bout d'un moment, voilà, et qu'il y a un business derrière. Et là, c'est vrai qu'on est habitué aujourd'hui, quand on parle d'IA, à avoir des choses assez, pas instantanées, mais que ça aille vite, quoi. Finalement, pour qu'on comprenne bien ce pas de côté que veut faire Yann Lequin, c'est que finalement aujourd'hui, si on fait une image, la ChatGPT, Gemini, c'est de l'IA générative en 2D. Lui, il veut passer à la 3D. C'est ça un peu? Même tu peux dire 4D. 4D même. Même la 4D, parce que en fait, voilà. Il y a aussi le temps, parce que le contexte, c'est aussi le temps, si tu veux. C'est une IA immersive, plus. Ouais. Voilà, donc c'est intéressant. Conceptuellement, c'est intéressant. Ouais. Maintenant, comme tu viens de dire, on va partir du concept, il faut arriver à une réalité. Donc c'est ça le travail qu'il va faire. Il s'est attaché, il s'attache avec des gens qui sont bons et qui ont montré qu'ils étaient capables de délivrer les choses. Hein. Alexandre Lebrun, par exemple, qui prend les rênes d'une partie de son équipe, est un garçon qui a délivré les choses. Il a vendu des boîtes, il a fait des... Donc c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, il y a des noms, c'est bien. Maintenant, il va falloir faire. Et Luc Julia dans tout ça? Luc Julia, il est en vacances. Il est en vacances. Attends, je t'interromps juste un instant. Luc Julia peut ouvrir un bureau de consultant, parce que je peux te dire le nombre de personnes, là, en 1 heure qui passent, qui connaissent très bien Luc. Je te ferai relire ma thèse. Viens voir mes nouveaux produits avant qu'on le sorte. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà, donc il pourra... Non, mais pas trop. Est-ce que tu as de l'ambition sur le futur? Oui, j'ai une ambition. Moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'avais pris la décision de faire des périodes de 10 ans. D'accord. Donc j'ai fait 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, 10 ans de grosses boîtes aux États-Unis, et j'ai dit que je faisais 10 ans de grosses boîtes en France. Avec Renault, j'ai fait 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste 5 ans de grosses boîtes françaises. Donc aujourd'hui, personne ne m'a appelé. D'accord, j'attends. On verra. J'ai dit que je commencerai certainement à regarder et à faire ça au mois d'avril. Parce que je prends 2-3 mois de vacances et puis après on verra. Mais entreprendre, c'est quelque chose qui te viendrait à l'esprit ou la réalité c'est que j'entreprends tous les jours, tout le temps, parce que j'ai une petite start-up à Toulouse aujourd'hui par exemple qui fait de la synthèse vocale, d'accord, donc que j'ai créé il y a 5-6 ans maintenant avec des personnes, de mes co-créateurs. Donc je fais toujours des petites choses. On a fait une petite start-up aussi à Los Angeles. Enfin, je fais toujours des petites start-up sur le côté, si tu veux. Maintenant... Mais tu n'as pas la killer app ou l'idée qui fait que tu pourrais monter en puissance? Je ne te cache pas que je ne vais pas te le dire aujourd'hui, mais là, j'ai une idée. Ah, ben voilà, mais ça, c'est une info. J'ai une idée, je ne vais pas te la dire. Mais j'ai une idée, et c'est une idée que je voudrais développer dans une grosse boîte française. Je voudrais que ce soit une grosse boîte française qui me donne des sous pour développer cette idée. Et qu'on fasse ça, comme j'ai fait chez Renault, chez Samsung, chez tous les autres, un truc un peu sur le côté, un peu bizarre, une sorte de start-up interne, où on est libre de faire des choses un peu bizarres, mais qui après sont concrètes. Mais ce qu'on a fait chez Renault. Une idée dans l'intelligence artificielle? Bien sûr. Ou c'est un pas de côté? Non, c'est de l'intelligence artificielle. Allez, je vais te donner une autre information, avec de l'IoT. Wow, ça je sais que c'est ton truc. C'est ton truc, c'est mon truc, tu sais qu'on adore ça. Et donc c'est très proche de ce qu'on aime bien. Ah ouais, d'accord. Combien d'objets connectés as-tu chez toi à Palo Alto? 219. 219. Oui. Fred? Mais justement, c'est intéressant. Je reviens un instant sur ce rendez-vous ici. C'est pas par hasard, on a parlé avec Luc, quelqu'un que tu recevras demain, Aiko, que tu recevras lundi. Sur l'embarqué, l'IA embarqué. Et c'est vrai qu'on a à côté Sophia Antipolis, qui est un grand centre de l'embarqué. Il y a eu beaucoup de développement dans l'embarqué. Et je trouve qu'aujourd'hui, on disait qu'on manque de financement, ça c'est clair. Il y a autre chose aussi dont on a parlé avec quelques-uns, c'est la data. On dit toujours la data, faire tourner l'IA. On sent quand même que les entreprises, c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Enfin, ceux qui lancent les startups et tout ça, il leur manque de la data, de qualité, savoir où est-ce qu'il faut aller chercher cette data. Les Américains, ils ne se sont pas posés de questions. Hein,
Ils ont pris le web, ils ont tout aspiré, les bibliothèques, ils ont tout aspiré. Mais voilà, ça aussi, ça peut être une inquiétude aussi parce qu'il faut de la data pour entraîner ces moteurs, il faut de la data pour que les algorithmes fonctionnent. Et là, parfois, selon son domaine, on sent là, quand on discute avec certains, ils recherchent un peu ces sets de data. Et là, tu vois, Fred, il amène sur un point qui m'est cher en ce moment, hein, c'est la souveraineté. On parle souvent de souveraineté. Et en fait, je crois, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur le plateau, mais je vais le redire si je n'ai pas déjà dit, c'est il ne faut pas hésiter à biaiser les datas. C'est-à-dire que, comme tu as dit, les Américains, ils ont tout piqué, mais le truc, c'est que le web est américain. Et c'est vrai que des fois, aujourd'hui, les IA, par exemple, répondent comme des bons petits écoliers américains. Il ne faut pas hésiter à dire on veut qu'elles répondent comme des bons petits écoliers français. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut aller choisir ces datas. Et quand tu vas choisir les données, si tu choisis de données bien françaises, tu dis je veux que ça soit bien français le truc, eh ben ça veut dire que tu vas biaiser les datas pour que ça soit français. Et tu vas faire ça pour que ça soit bien singapourien, bien africain, bien je sais pas quoi. Mais il faut biaiser les données. Et donc biaiser les données, ça veut dire choisir les données, mais choisir les bonnes données. Et ça, c'est pas facile à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. Non, mais c'est pas facile, mais est-ce que c'est même possible? Mais c'est possible, parce que c'est ce que finalement ont fait les Américains. Ils ont choisi les données qui sont le web, parce que le web était déjà américain. D'accord? Donc, il faut que nous, on ait aussi la capacité, on a la capacité de choisir. Tu fais des tris, tu fais un tri des données que tu as envie de voir dans le domaine particulier. Et c'est ça qui marche d'ailleurs dans les IA. Les IA qui marchent aujourd'hui, dans les LLM qui marchent aujourd'hui, c'est des LLM spécialisés où tu as choisi les données qui ont du sens dans le domaine pour lequel tu as appliqué les LLM. Et c'est ça qui marche. Il faut faire pareil pour les trucs souverains. Ok. J'aimerais qu'on évoque, il nous reste quelques minutes, l'actualité aussi de l'IA. Il y a plein de choses qui se passent tous les soirs. Hein. D'ailleurs, vous le voyez et vous le constatez si vous nous suivez dans Tech & Co. Dernière actu, Fred, concernant Mistral. Mistral qui a décidé d'investir non pas en France, mais en Suède. En Suède. Ah oui, et puis beaucoup d'argent. J'avoue qu'au début, quand j'ai entendu Mistral investir, je l'ai dit à lui, quand j'ai lu 1,2 milliard, je me suis dit non, ils se sont trompés, c'est 1,2 million. Bon, maintenant, c'est vrai que l'unité, c'est la dizaine de milliards dans l'IA. Oui, mais en Europe, c'est plus rare quand même, cette unité-là, tu vois, donc c'est quand même étonnant. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, évidemment. Alors, ils ont trouvé un intérêt avec un partenaire suédois, là-bas, pour monter ce projet de data center. Bon, évidemment, énergie bas carbone, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un pays plus frais, donc il fait forcément un peu plus froid. Mais je pense que Mistral là, est en train aussi de prendre une autre dimension, beaucoup plus européenne. Alors, on va avoir un gros data center, un centre de calcul qui va ouvrir cette année là, dans l'Essonne. Mais là, Mistral commence à prendre son envol européen. C'est plutôt pas mal. Il faut pousser, évidemment. On est les premiers à dire ça. Maintenant, j'aurais entendu l'Allemagne. Alors, je sais que c'est la difficulté aussi qu'on a en Europe. C'est que nous et les Allemands, on se challenge beaucoup. On n'est pas. Alors les Américains chez eux se challengent aussi entre eux. On le voit avec OpenAI, Anthropic et tout ça. Mais on aurait aimé un peu plus d'unité et peut-être qu'ils ont une oreille plus attentive en Suède que dans des pays plus proches. Tu comprends cette décision ou pas, Luc? Bon, moi je n'ai pas tous les détails, je ne sais pas exactement, mais la bonne nouvelle c'est que c'est en Europe. Donc déjà, ils n'ont pas été investir ailleurs. Donc c'est en Europe. La souveraineté européenne donc, reste un peu safe dans l'histoire. C'est aussi donc, en Suède beaucoup d'énergie hydraulique, des choses comme ça. Là. Donc c'est de l'énergie propre a priori. Et puis comme tu as dit, il fait frais. Donc les data centers sont certainement pas mal là-haut. Il y a des industriels aussi, il y a beaucoup d'industriels. Oui, il y a des industries, puis il y a Nokia pas loin en Finlande. Enfin bon, il y a l'écosystème quand même du nord de l'Europe qui est pas mal. Quand tu vois des salons comme, je ne me rappelle plus le nom, du salon du mois de décembre qui a lieu là-bas tous les ans, c'est très actif. Donc, moi j'aurais investi en France, mais bon, investir en Europe, c'est pas mal. 1,2 milliard, c'est beaucoup. Tu connais bien Mistral, est-ce qu'on a raison quand on écoute aujourd'hui les politiques, les décideurs, tout le monde parle de Mistral. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu too much? Est-ce qu'ils ont les épaules assez larges finalement pour supporter en fait tous les espoirs qu'on a sur eux? Alors, ce qui est bien, je pense, dans Mistral, c'est qu'ils ont pivoté, ils ont été assez intelligents pour pivoter eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller frontalement contre les OpenAI ou les Google. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas l'argent. Comme tu disais, c'est des dizaines de milliards. Eux, ils n'ont que 6 milliards. D'accord? Donc, du coup,
ce qu'ils ont fait d'intelligent dans les 2 dernières années, c'est qu'ils ont pivoté pour faire quelque chose qui est beaucoup plus B2B, où ils vont voir maintenant leurs clients, qui sont des clients donc des entreprises, ils vont leur proposer des IA qui sont avec leur modèle, mais qui sont spécifiquement pour eux. Et donc, bon, moi, tu sais, c'est ce que je clame depuis longtemps, que ces IA spécialisées sont des IA qui vont marcher. Et Mistral, bon, évidemment, il y a certainement toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent aller concurrencer les OpenAI avec le chat et des choses comme ça. Je ne pense pas que ce soit le business. Le business, c'est ce qu'ils font très bien en ce moment, d'aller chercher, donc, avec les dents, hein, parce que c'est compliqué, mais aller chercher ces business dans chacun de ces domaines, dans chacune de ces entreprises, et ils font ça très bien en ce moment. Fred ? Oui, non, puis c'est ça. Alors, il y a beaucoup de bruit, parfois je ne capte pas bien tout ce que dit Luc, mais voilà, j'ai entendu. Tekenco sponsorisé par Doliprane ce soir, je vous le dis tout de suite. Ne pas répéter ce qu'il dit. Non, mais je pense que ce qui est important pour moi, c'est vraiment, moi j'y vois l'intégration européenne. Et je pense que là, on n'arrête pas de dire qu'il faut réfléchir à ce niveau européen. Et là, c'est vrai qu'on a ça, on a ces industries, Europe du Nord, il y en a beaucoup. Et puis Mistral, oui, on le voit aujourd'hui. Ils travaillent avec ASML, c'est pas par hasard. Ils vont un peu plus en profondeur dans les industries. Et ça, c'est plutôt un bon choix. On se demande même si OpenAI, ce serait peut-être pas le choix qu'ils devraient faire quelque part, plutôt que rester à dépenser des centaines de milliards. Rentrons dans du plus concret, du peut-être moins impressionnant, moins world model, mais d'aller dans des choses plus concrètes et avec un rendement plus immédiat. Mais peut-être une marge moins importante, mais un rendement immédiat. Pour terminer, Luc. Et pour terminer, justement, tu as raison, c'est ce que fait OpenAI aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 3 semaines, ils ont annoncé qu'ils embauchaient 200 personnes là, pour aller chercher avec les dents des choses dans des domaines particuliers. Oui. Donc ils commencent eux aussi à pivoter parce qu'ils sentent que la bulle arrive. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Bon salon. Merci Luc Julia et merci à Fred Sibotel. Fred, on te retrouve lundi, évidemment, dans Tekenco et puis aussi Tekenco Business. Oui. Voilà. Et vous restez avec nous dans un instant. Il y aura un robot sur le plateau de Tekenco. Je vous en dis pas plus. Tekenco, la quotidienne sur BFM Business. BFM Business et Tekenco présente Tekenco, la quotidienne, François Sorel. Voilà le retour de Tekenco, la quotidienne, depuis Cannes. Depuis ce grand rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle qui a ouvert aujourd'hui, qui se poursuit demain. Dans quelques minutes, je recevrai la ministre du numérique et de l'intelligence artificielle. Elle sera avec nous sur ce plateau, puisqu'elle a inauguré ce salon il y a quelques instants de cela. Je vous rappelle que ce Tekenco a été enregistré dans la journée. Et j'accueille maintenant Stéphane Bobot. Bonjour Stéphane. Bonjour. PDG de Innov8 Group. On s'était vu Stéphane la dernière fois, c'était à Vivatech. Tout à fait. Toujours dans cet environnement un peu animé et bruyant. Et vous étiez venu déjà avec ce fameux robot d'Unitree, parce que vous êtes aujourd'hui le distributeur. Le master distributeur de ce robot. Alors vous êtes à la tête d'une boîte qui s'appelle Innov8 depuis 2012, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais en fait on utilise vos produits parce que vous distribuez les produits DJI par exemple, et vous êtes très fort sur tout ce qui est accessoires en fait du smartphone, les chargeurs, etc. C'est ça un peu Innov8. En fait, la jeunesse d'Innovate, c'est la distribution de produits connectés. C'est-à-dire qu'autour de notre téléphone, qui est devenu une télécommande universelle, on a tout un écosystème de produits connectés qui est arrivé, dont les robots aspirateurs connectés, les caméras connectées à la maison, les robots tondeuses même. Ouais. Et puis drones, et puis demain, les robots humanoïdes. Alors ce qui est intéressant, et là où vous avez eu le nez creux, c'est que j'imagine que vous allez souvent en Chine pour découvrir de nouveaux produits, etc., pour les importer ici. Vous avez rencontré Unitree, donc cette boîte de robots chinoise qui fait des choses incroyables. Nous avons sur le plateau, est-ce que vous pouvez nous présenter le robot qu'on a sur le plateau là? Si vous êtes avec nous à la télé, c'est quand même assez impressionnant là. Oui, le Unitree en effet est le leader actuellement sur la robotique humanoïde. Il faut savoir qu'en Chine, il s'est lancé plus de 150 fabricants d'humanoïdes. Unitree est l'acteur le plus avancé aujourd'hui au monde. Ouais. On voit aujourd'hui ses capacités de mobilité incroyables de cette version du robot humanoïde. Et Stéphane, je vous coupe parce que j'aimerais bien justement qu'on le fasse danser parce que on ne se rend pas trop compte, mais vous allez voir avec la dextérité qu'il a et le swing, le qu'il a, c'est dingue, c'est incroyable. Oui, on est arrivé à avoir
une ressemblance avec les mouvements humains qui est très impressionnante. J'ai l'impression qu'il danse un peu comme Frédéric Simotel, qu'on a retrouvé juste avant. C'est quand même assez impressionnant. Oula, c'est dingue. Ouais. Alors, si vous êtes avec nous à la radio, voilà, il a fait un petit pas de danse qui est hyper réaliste. Ouais. C'est ça la force en fait d'Unitree, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mimer les mouvements humains sur un robot humanoïde. En fait, on voit qu'aujourd'hui, toute la partie hardware, c'est-à-dire le corps, la mobilité, la stabilité, l'équilibre, sont des choses qui sont parfaitement maîtrisées aujourd'hui. Tout l'enjeu, et c'est pour ça que Innovate en France mobilise ses équipes, mais aussi tout un écosystème de partenaires pour travailler sur l'autonomie du robot. Donc le fait de pouvoir leur mettre de l'intelligence. Là, je vous coupe Stéphane, mais en régie, on a quelqu'un de chez vous qui est en train de le manipuler, en fait, qui le télécommande. C'est ça. Tout à fait, exactement. Et donc, par exemple, cette danse, c'est quelque chose qu'on a travaillé en avance, donc avec des capteurs, ce qu'on appelle des motion capture sur une personne qui a recréé cette danse et ensuite on a pu la transposer sur le robot humanoïde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est capable de faire en fait? Il n'a pas d'intelligence, c'est-à-dire que c'est un superbe objet électromécanique, voilà, qui arrive, si on le programme, à faire plein de choses, mais il n'est pas autonome. Alors, c'est tout l'enjeu des prochaines années. C'est-à-dire que là, on voit qu'on arrive à avoir un produit industriel qui est stable. L'enjeu, et c'est pour ça qu'ici en France, et tout particulièrement au salon aussi sur l'IA à Cannes, oui, on travaille avec un très grand nombre de startups, de chercheurs aussi académiques, pour doter ces robots humanoïdes d'une autonomie. La capacité pour eux, parce qu'ils ont tous les capteurs, tous les processeurs, pour développer des compétences d'autonomie telles que la reconnaissance d'objets, la manipulation, le fait de pouvoir transporter des choses. Et donc, tous ces développements vont nous permettre dans les prochaines années que le robot humanoïde puisse rentrer dans la vie quotidienne au niveau industriel, par exemple, pour pouvoir répéter des tâches, dans un entrepôt logistique, pour pouvoir oui, manipuler, mettre dans des cartons, transporter, et donc s'attaquer d'abord au sujet de la pénurie de main-d'œuvre oui, ou de la pénibilité d'emploi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est armé pour devenir autonome? Est-ce que, par exemple, l'exemplaire qu'il y a ici a des capteurs et un cerveau vierge? C'est-à-dire, est-ce qu'il a quand même de la puissance processeur qui lui permettrait d'être autonome, ou est-ce que, finalement, il faut qu'aussi Unitree rajoute des processeurs et rajoute de la puissance processeur pour qu'après, il puisse être autonome? Alors aujourd'hui, il a toutes les capacités hardware et en termes de processeurs pour être autonome. D'accord. Il faut savoir que voilà, il utilise des chipsets NVIDIA et donc on peut tout à fait aujourd'hui lui intégrer des algorithmes d'IA pour faire de la détection, de la reconnaissance, de la manipulation. Donc c'est une plateforme et c'est pour ça que les premiers marchés qu'on adresse, c'est aujourd'hui des labs de recherche, donc des universités qui travaillent sur justement le sujet de l'autonomie des robots, parce qu'il a toutes les capacités d'être aujourd'hui programmé pour avoir des applications concrètes dans la vie de tous les jours. On le voit là, il fait des petits gestes. Si par exemple je lui dis de nous faire un petit coucou, un petit bisou, il peut ou pas? Ah ouais. Ah ouais, la classe. Superbe. Magnifique. Les Chinois sont excellents aujourd'hui. Pourquoi les Chinois et pas les Européens et les Français, Stéphane Bobot? Écoutez, en Chine, on a tout l'écosystème industriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour fabriquer un robot comme celui-ci, vous avez la quasi-totalité des sous-traitants, électronique, hardware, les moteurs, les activateurs, les lidars. Donc tous les composants sont sur place. Vous savez que pour réaliser un prototype de robot humanoïde, il faut 18 heures. Et on le développe en 9 mois. C'est 2 fois plus rapide que partout dans le monde. Donc il y a une maturité oui, électronique, hardware en Chine qui n'existe nulle part autre au monde. Et c'est trop tard pour nous lancer là-dedans, à votre avis, ou pas? Je pense qu'on a une vraie opportunité aujourd'hui en Europe. C'est en effet de créer ces coopérations industrielles. Pas simplement de vouloir juste relocaliser de la production industrielle à faible valeur, parce que s'il s'agit simplement d'assembler ces robots, mais en important tous les composants électroniques qui viennent de Chine, quelle est la valeur ajoutée qu'on aura en Europe? Le vrai enjeu, c'est d'être complémentaire.
Là, vous voyez, au salon, on a des compétences logicielles, on a des ingénieurs, on a des startups extrêmement pointus sur l'IA. C'est là où il faut qu'on mette en avant notre savoir-faire. C'est cette intelligence, c'est cette capacité demain à rendre ces robots autonomes. C'est ce que vous dites en fait. Toute la coque sera chinoise, mais l'intelligence de ce robot, il faut qu'elle soit, j'ai envie de dire, européenne, française, mais en tout cas souveraine. Exactement, c'est ça l'enjeu. C'est de maîtriser justement cette capacité au robot à devenir autonome, de maîtriser les logiciels, les algorithmes, le cloud aussi de ces données, que tout ça soit basé en Europe, qu'on puisse les adapter aussi à notre culture, aussi à nos métiers, et qu'ils puissent s'intégrer parfaitement dans la société en Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'on a tout cet écosystème qui existe ou qui est en passe d'exister? Parce que on voit que c'est compliqué en France parce que ça coûte de l'argent tout ça. Il faut se mettre en ordre de marche. Et vous n'y arriverez pas tout seul, Stéphane Bobot. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut choisir nos combats. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout réinventer. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des enjeux sur l'intelligence de ces robots, sur la reconnaissance d'objets, la perception. On a d'excellents chercheurs. Il faut qu'on mette l'environnement académique au travail avec l'industrie. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, les chercheurs travaillent un peu seuls. Aujourd'hui, il faut créer ces ponts, ces synergies entre le monde de la recherche, les startups, les grands groupes, pour créer les briques logicielles essentielles qui permettront à ces robots d'être autonomes et de faire valoir le savoir-faire français et européen au niveau mondial dans la robotique. Est-ce qu'il y a un pays où ce robot est plus intelligent? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, par exemple, déjà en Chine, les Chinois ont réussi à lui donner une certaine autonomie? Non, aujourd'hui, je dirais qu'on est à peu près partout pareil en termes de... Même aux US. Ouais, même aux US. Alors, il y a certaines startups qui montrent des choses. Ouais, quand on voit Human.ai ou des choses comme ça, ou même Optimus de Tesla, est-ce que c'est plus évolué que ça? Autant évolué, parce qu'il y a beaucoup de bullshit aussi dans ces vidéos. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire un peu le tri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que au niveau international, tout le monde a des plateformes hardware qui permettent aux robots de faire de l'entraînement. Maintenant, on n'a pas tous le même encore niveau de maturité. Je pense qu'en Europe, on est sur la bonne ligne de départ. On n'est pas en retard. D'accord. On a tout pour être en avance même, si on se mobilise dans le bon sens et qu'on mette en effet, qu'on choisisse nos combats. C'est-à-dire que je pense que la bagarre du hardware, elle est finie. Ouais, elle est en Chine. Elle est perdue, on peut le dire. Oui, et donc il faut qu'on se concentre. Là, on peut encore créer de la valeur. C'est là où il faut qu'on mette le poids du corps. Et là, on a toutes nos chances. Vous voyez ici au salon, ça foisonne. Ça foisonne. Mais là, vous êtes là l'IA. pourquoi? Pour rencontrer aussi de potentiels partenaires pour créer cette intelligence d'Unitree, c'est ça? Exactement. On rencontre ici un très grand nombre de jeunes startups, d'ingénieurs, de chercheurs, de grands groupes aussi, qui s'intéressent à l'avenir de la robotique humanoïde et de voir comment on peut mobiliser ensemble nos expertises pour être en avance, pour avoir cette longueur d'avance au niveau mondial et démontrer les capacités de notre expertise sur une plateforme humanoïde comme celle-ci. Vous dites qu'aujourd'hui, donc il n'a pas d'intelligence, mais vous l'imaginez avoir une certaine intelligence, une autonomie, dans combien d'années? Est-ce qu'on peut se projeter vers le futur et se dire, dans 5 ans, ce sera dans les industries, peut-être dans 8 ans, ça arrivera dans les magasins, et est-ce que demain, ce type de robot pourrait arriver à la maison, chez vous, chez moi? Complètement, on a une roadmap, je dirais, à horizon 10 ans. Cette année, on va démarrer les premiers proof of concept avec des vrais industriels. C'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, j'ai une tâche à réaliser dans mon usine où le robot doit faire telle chose. Donc là, il va nous falloir entre 3 à 4 mois d'entraînement pour tester ces robots dans des environnements industriels. Et donc, on reçoit énormément de demandes d'acteurs de l'industrie. Ça va de la PME à des grands groupes du CAC 40 qui s'intéressent à voir comment on peut les tester concrètement. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dès cette année et l'année prochaine. On pense que les premières implantations concrètes en déploiement seront à horizon 2028 dans des centres logistiques, là où il y a de la répétition, là où il y a de la pénibilité ou de la pénurie d'emploi, et dans l'industrie. Et ensuite, on aura des applications dans le secteur grand public en robot d'accueil. On pourra retrouver demain un robot
dans un hôtel pour faire le rôle de concierge, par exemple, interagir avec des clients. Dans un magasin. Ça existe en Chine, ça d'ailleurs, non? Oui, déjà. tout à fait. Donc il y a des premiers. Alors c'est plus de l'animation aujourd'hui. Oui, c'est plus de l'animation, oui. Là, je vous parle vraiment de robots d'accueil. Servent à quelque chose. Exactement. Voilà. Et vous verrez à Vivatech cette année, on sera certainement sur le point de présenter des premières versions de robots d'accueil avec de l'interaction parlée avec cette nouvelle génération de robots. Et enfin, au-delà de ça, c'est le robot universel, le robot dont on rêve tous. Dans lequel on en parle beaucoup, c'est le robot à la maison, le robot domestique qui pourra vous aider dans toutes les tâches ménagères de la maison. Et ça, on le voit plutôt à horizon 10 ans. Ça, c'est pas un fantasme. À votre avis, ça va arriver? Non, ça va arriver. On voit les avancées qui sont extrêmement rapides sur l'apprentissage des robots. Il y a énormément d'entreprises qui travaillent sur des OS, comme on peut avoir un OS sur un smartphone. Ouais. Demain, vous pourrez télécharger des applications, des nouvelles compétences dans votre robot extrêmement simplement, comme vous le faites sur un smartphone en chargeant une nouvelle application. C'est ça. En fait, on chargera une compétence comme on charge une application. Tout à fait. Ça. Et donc, c'est exactement ce dont on travaille en France chez Innovate avec nos équipes. C'est cette App Store des compétences robotiques pour que demain, vous puissiez télécharger une nouvelle compétence comme la détection de présence et votre robot assurera la surveillance de votre intérieur. Ouais. Et je comprends évidemment les enjeux. Ça serait bien que l'iOS ou l'Android de ces robots-là soit made in France. Exactement. Ça serait pas mal. Donc c'est un bel enjeu, une belle ambition qu'on peut avoir pour nos équipes et nos savoir-faire ici. Et une boîte comme, par exemple, Mistral peut avoir du sens, en fait, dans ce type de robot ou pas? Oui, en fait, on utilise déjà certains LLM. Mistral peut être l'un de ces LLM aussi pour interagir avec le robot et envoyer des commandes. Parce qu'évidemment, c'est une boîte française. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, on est ouvert en fait à tous les protocoles de LLM. Donc, on teste aujourd'hui, on intègre différentes solutions. Et donc, le métier d'Innovate aujourd'hui est en train de passer d'un métier de distributeur à celui de solution provider et d'être capable d'intégrer toutes ces briques logicielles. Eh bien, merci Stéphane Bobot et merci à notre ami le robot, voilà, d'être venu sur le plateau de Tech & Co ici à Cannes. Et vous restez avec nous, on poursuit cette émission évidemment. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Toujours ici à Cannes, à l'occasion de ce grand rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Le Hénan sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ministre délégué chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Vous avez fait le déplacement ici à Cannes. Vous avez même inauguré ce salon qui débute aujourd'hui, on le disait tout à l'heure. Votre présence ici est légitime, forcément. C'est important pour vous de venir ici à Cannes ? Alors, elle est légitime parce qu'on y parle d'intelligence artificielle. Bien sûr. Que c'est un très très gros événement. D'ailleurs, vous le voyez, il y a énormément de monde, ça fourmille tout autour de nous. Mais c'est également parce que l'intelligence artificielle doit se diffuser partout dans tous les territoires et que forcément les acteurs locaux, départements, régions, mairies, les préfets en local ont un rôle aussi majeur de diffuser l'intelligence artificielle, de finalement expliquer aux populations, aux acteurs ce qu'est l'intelligence artificielle et dédramatiser ce qu'elle peut représenter, qui est parfois un peu angoissant pour les gens. Oui, bien sûr. Et puis il y a le tourbillon des réseaux sociaux, des médias aussi, parfois. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est l'IA, non ? Alors, l'IA, c'est une formidable opportunité. Ça va nous permettre de faire gagner du temps dans les entreprises, chez les artisans, dans les tribunaux, dans les administrations. C'est également un outil de créativité, l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que comme toute chose, comme toute technologie, il peut y avoir des effets de bord, des travers qu'il faut accompagner. Donc l'idée pour nous, la France, ce n'est pas de réglementer à tout va, de restreindre le déploiement de l'IA, mais c'est de trouver un juste milieu entre innovation et protection. Est-ce que, à votre avis, c'est une révolution majeure dans le monde de l'innovation ? Une innovation qu'on n'a pas connue depuis. Alors certains disent que c'est l'équivalent à l'arrivée de l'Internet ou du smartphone. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est une rupture technologique. La seule différence par rapport à Internet ou par exemple au téléphone mobile, c'est que la diffusion de l'IA et notamment l'appropriation par la population, on est à plus de 40% de l'appropriation par la population de l'IA générative. Je ne citerai aucune marque parce que si ce n'est la nôtre, Mistral avec le chat qui est française, mais c'est que ça se diffuse beaucoup plus rapidement
que ça l'a été pour Internet ou pour la téléphonie mobile, le téléphone mobile. C'est en 2 ans, depuis l'arrivée de l'IA générative, il y a une explosion du développement des usages dans tous les foyers français. 48% exactement 48%. Des Français qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est énorme, c'est 15 points en plus par rapport à l'année dernière. Les questions qu'on se pose, c'est que vous évoquez Mistral et le chat, mais malheureusement, ce ne sont pas ces outils-là que les Français utilisent, en tout cas pas dans leur majorité. C'est des outils américains, ça va être ChatGPT, ça va être Gemini de chez Google. Est-ce que la bataille de l'IA, elle est toujours d'actualité ou est-ce que finalement, il va falloir qu'on essaie de rebondir et de trouver une autre voie pour ne pas être en frontal avec ces Américains qui sont d'une puissance phénoménale? Alors en fait, la bataille, elle n'est pas terminée, loin de là. Le sommet pour l'IA qui a eu à Paris en février 2025 a été un moment clé. C'est une prise de conscience, et ça s'est passé en France, c'était un événement mondial. C'est une prise de conscience que finalement, nous ne voulons pas choisir entre l'IA américaine ou l'IA chinoise, mais que nous-mêmes, continent européen, nous la France, avec nos startups, nos compétences, notre vision aussi de l'IA, une IA éthique, une IA humaine, une IA durable, eh bien, on a une carte à jouer et c'est la 3e voie que nous choisissons. On a peut-être regardé ou été surpris par l'arrivée massive de l'IA générative américaine notamment. Nous sommes en train de rectifier le tir pour faire en sorte que cette 3e voie, c'est ici en France, c'est en Europe, pour donner notamment aux citoyens le choix avec une IA qui nous ressemble, une IA qui défend nos valeurs, notamment démocratiques, et qui évite les biais de genre que nous ne souhaitons pas dans notre IA. Et ça, Mistral, c'est notre champion, on peut en être fier et il faut le supporter, c'est ce que nous faisons. Est-ce que c'est pas trop de poids finalement sur les épaules d'une boîte qui, est étonnante, mais est-ce qu'on ne demande pas trop à Mistral finalement? C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde évoque Mistral, que ça va être le prochain OpenAI, etc. Mais est-ce que finalement ces ambitions-là ne sont pas trop grandes pour Mistral? Il nous faut absolument des champions européens. Et les champions européens, ils ne seront pas que français. Il se trouve que sur l'IA générative, on a Mistral et c'est super et on le supporte. Et nos pays voisins, oui. L'Allemagne, d'autres pays encore, sont intéressés par Mistral. D'accord. Mais ça ne peut pas être le seul champion, vous avez raison. Nous avons d'autres startups en France que nous soutenons. Je pense à des sociétés comme H Company, comme oui. Gradium, qu'il faut supporter et qu'on le fait. Mais c'est vrai que Mistral sort un peu du lot parce qu'il a un petit temps d'avance, qu'il a fait des levées de fonds exceptionnelles. Mais nous, la France, et le président de la République l'a dit encore très récemment, nous sommes prêts aussi à supporter d'autres champions européens qui seraient suédois, qui seraient allemands et qui seraient italiens. Vous voyez, il faut des champions européens. On ne peut pas jouer la taille sur une seule des 27 nations. Mais est-ce que, quand on voit les investissements aujourd'hui, quand on évoque OpenAI, on en parle tous les soirs dans Tech & Co, ou que ce soit Google, ce n'est pas des milliards, ce n'est pas des dizaines de milliards, c'est des centaines de milliards qu'ils investissent dans la puissance de calcul, dans la recherche, etc. Les meilleurs talents s'arrachent à prix d'or. Comment combattre tout cela alors qu'on sait pertinemment qu'on n'aura jamais ces investissements? Alors, on a d'autres avantages, mais par contre, sur les investissements, sur la levée de fonds, sur les capitaux, le président avait annoncé 109 milliards lors du sommet en 2025, ouais. 109 milliards, nous avons déjà commencé, il y a des sociétés qui sont venues investir massivement dans nos entreprises, parce que ce qui est important, c'est qu'elles investissent dans nos entreprises françaises. Mais donc, il va falloir aussi réinventer en France, en Europe, des modèles de capitaux. Ouais. Les Américains ont les fonds d'investissement. Ouais. Il faut que nous, on réfléchisse au niveau européen, soit par de l'épargne, comme en a parlé le président récemment, soit par des levées de fonds, soit par la capitalisation. Il faut qu'on réfléchisse à nos modèles de financement de nos futurs champions européens. C'est essentiel, c'est une question de survie en fait. Et ça a été annoncé il y a un an, vous le disiez, au sommet de l'IA, ça passe vite, c'était il y a un an déjà. Est-ce que ça avance, cette réflexion, pour retrouver de l'oxygène et de l'argent frais? Parce que voilà...
l'État ne peut pas tout investir, surtout en ce moment où les finances sont compliquées. Il faut trouver des leviers de croissance. Ça avance, tout ça ? Oui, parce que le sommet a été aussi le point de départ de la création, ou en tout cas de l'intensification, la structuration d'une nouvelle filière, celle des centres de données, les data centers en France. 109 milliards, on voit les investisseurs français, européens, extra-européens avoir envie d'investir dans nos data centers, dans nos start-up. Donc déjà, l'appel finalement du sommet 2025, il a été entendu dans le monde entier. Mais il est clair qu'il faudra trouver d'autres moyens de financer les entreprises, et on y réfléchit notamment à l'aube d'une nouvelle révolution qui est celle du quantique, où là les montants seront d'une mesure encore beaucoup plus grande. Après, alors qu'on a un vrai talent dans le quantique. On a des champions déjà, on en a au moins 5. Bien sûr. Il faut faire très attention à ce que ces pépites soient attirées par d'autres territoires dans le monde, parce qu'on n'a pas cette capacité à leur permettre d'avoir des levées de fonds suffisantes. Et ensuite, depuis le sommet, les startups dans l'IA ont levé 2,5 milliards, plus de 2,5 milliards de capitaux. Donc vous voyez, en un an, il y a eu une bascule. Il y a vraiment eu une avant-sommet et un après-sommet. D'accord. Et puis par ailleurs, moi je crois beaucoup, alors c'est pas mesurable en monnaie sonnante et trébuchante, mais l'IA que nous voulons, la troisième voie que nous voulons pour l'IA à l'européenne, elle a des valeurs qui sont respectueuses de l'environnement, de l'humain, de l'éthique, et que ça a une valeur, et que c'est un avantage compétitif, notamment qui intéresse beaucoup l'Inde, qui intéresse aussi d'autres parties du monde et qui pourrait intéresser notamment le continent africain. Et donc l'IA à la française, l'IA à l'européenne, elle est très compétitive aussi parce qu'elle est différente et pas seulement basée sur des modèles financiers. Derrière, il y a des valeurs, et je pense que dans beaucoup de pays du monde, les valeurs, ça a du sens. Et ça les intéresse de travailler avec notre IA. Ça l'a d'autant plus dans ces temps chamboulés où toutes nos valeurs sont, on va dire, remises en question. Les relations qu'on avait avec les États-Unis changent, voilà, pour ne pas aller plus loin. Est-ce que finalement, le fait qu'on dépende de toutes ces technologies est un problème finalement ? Parce que c'est vrai que les Français utilisent beaucoup Apple, ils utilisent Google, ils utilisent d'autres services, Amazon, etc., etc. Comment... Quelle est votre vision en tant que ministre du numérique et de l'IA sur ces sujets ? Depuis le début de ma nomination par le Premier ministre Sébastien Lecornu, j'ai dans toutes mes interventions une idée qui me guide et qui fait que je peux dérouler mon plan d'action. C'est la souveraineté numérique. C'est ce qui guide mon action tous les jours. Le fait d'être dépendant technologiquement, notamment des Américains, des États-Unis, est dangereux. Je dirais que tant que les relations ou tant que la situation géopolitique mondiale, elle est détendue et apaisée, et la preuve, on s'en est vraiment pas inquiété. Oui. Les choses ont changé. Il y a de la pression, il peut y avoir des menaces. De l'instabilité. De l'instabilité. Ça crée de la peur, ça crée une inquiétude pour notamment nous, principalement la France, parce qu'on a cette culture-là de vouloir absolument être autonome stratégiquement et d'être dépendant du moins d'acteurs possible. Mais même au niveau de la France, en Europe aussi, cette indépendance, cette souveraineté numérique commence à faire son chemin. La relation franco-allemande le porte fortement depuis le sommet de Berlin. Et il faut qu'on continue. Alors l'idée, c'est pas lentement, on est d'accord. L'idée, c'est pas d'être isolé, de vivre en autarcie, qu'on soit clair. L'idée, c'est que il faut réduire nos dépendances technologiques, parce que dans une situation de tension géopolitique, nos dépendances technologiques. Parce que vous avez dit vos dépenses. Nos dépendances technologiques, il faut réduire nos dépenses technologiques. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a l'offre ici, sur notre continent et en France. On a des startups, on a des offres concurrentielles des Chinois ou des Américains. Donc il faut qu'on les pousse. Ça passe par la commande publique, ça passe par la commande privée,
Ça passe par une politique gouvernementale claire et puis des préférences européennes dans certains cas. Je pense au cloud, je pense à la cybersécurité et à venir assez rapidement le quantique également. Oui, bien sûr. Alors, juste pour que vous réagissiez sur l'actualité, on va dire, brûlante liée à la tech, il y a l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. En tout cas, certains réseaux, etc., dans certaines circonstances. Et puis, il y a aussi ce qu'a annoncé le président Emmanuel Macron, c'est de réfléchir sur l'interdiction des jeux vidéo aux violents aux moins de 18 ans. Ça a provoqué un tollé, à la fois par les joueurs, mais aussi du côté des développeurs de jeux vidéo qui ne comprennent pas cette sortie du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce sujet, qui est un sujet quand même assez sensible? Alors sur la majorité numérique, c'est ce que nous avons fait voter à l'Assemblée nationale et la prochaine étape, c'est le Sénat. En fait, c'est l'obligation qui est donnée aux réseaux sociaux de contrôler l'âge. Si on a moins de 15 ans, on n'a pas accès au réseau social. Si on a plus de 15 ans, on a le droit. Tout cela en protégeant les données. Donc l'information qui circule disant qu'il va y avoir de l'accès à des données personnelles est fausse. C'est binaire, c'est oui il a 15 ans, non il a 15 ans, par l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Sur la question des jeux vidéo. Excusez-moi, je vous coupe, parce que comment interdire les réseaux sociaux à moins de 15 ans? Alors de manière très simple, d'abord le texte, nous, la France, nous l'avons construit avec l'Europe, avec la Commission européenne. Oui. Et le rôle de la France, depuis une évolution de la directive, nous permet à chaque pays, les 27 pays, de décider d'un âge, d'une majorité numérique. Donc ça, c'est ce que nous donne la Commission comme droit, comme possibilité. Maintenant, les outils de vérification d'âge, c'est-à-dire les critères que devront utiliser les réseaux sociaux, le contrôle, que c'est bien appliqué, et que si ce n'est pas le cas, la sanction, ça c'est la Commission européenne. Mais aujourd'hui, il existe des dispositifs, des outils, qui soient privés grâce à des startups ou publics grâce à France Connect, France Identité Numérique, des moyens de vérifier l'âge de manière fiable, transparente, sans qu'il y ait de fuite de données, puisque c'est juste un tiers de confiance. La plateforme doit passer par ces tiers de confiance et qui dit vous pouvez y aller, il a plus de 15 ans, ou non, cette personne a moins de 15 ans. Ça ne va pas être une usine à gaz à mettre en place, ça? Ben non, puisqu'en fait, les plateformes, c'est elles qui vont devoir le mettre en place. D'accord. C'est à leur charge, techniquement, financièrement. On leur donne un petit peu de temps pour le faire. Donc à partir du 1er septembre 2026, on l'espère, si c'est voté au Sénat, et j'espère que les sénateurs, et je compte sur les sénateurs pour continuer sur cette dynamique, évidemment, j'ai confiance, eh bien, 1er septembre 2026, applicable immédiatement pour les nouveaux clients. D'accord. Et 4 mois de délai pour ceux qui sont déjà sur les plateformes. Il faudra prouver son âge. Et pour le jeu vidéo, donc? Alors pour le jeu sujet, qui a fait réagir en tout cas. Oui, alors d'abord, ce que je souhaite dire, c'est que la filière des jeux vidéo en France, elle est absolument exceptionnelle et reconnue dans le monde entier. C'est générateur de milliers d'emplois et on a un savoir-faire qui est extraordinaire. On a des gains dans les festivals partout. Même si c'est un peu compliqué, par exemple, pour Ubisoft actuellement. Oui, parce qu'il y a une compétition, ça demande beaucoup d'investissements financiers, donc il faut aussi que les jeux derrière se vendent. Et Ubisoft, c'est un groupe mondial énorme, donc ils doivent faire des choix actuellement, et je comprends. Le président de la République a eu l'occasion de s'expliquer sur ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu dire, le président, que tous les jeux vidéo étaient concernés, mais il a raison. Le politique, nous, les parlementaires, le gouvernement, on doit s'interroger et se poser des questions sur les filières numériques, quelles qu'elles soient, dont les jeux vidéo, en lien avec les mineurs. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où un jeu vidéo a un réseau social, c'est-à-dire une communauté ouverte, eh bien, elle aura les mêmes règles sur la partie réseau social, pas sur la partie jeu vidéo. Donc, ce qu'a voulu dire le président, et il s'en est expliqué depuis, ses équipes à l'Élysée l'ont précisé, c'est que la discussion est ouverte. Il va falloir étudier un petit peu comment fonctionnent les jeux vidéo. Il ne s'agit pas du tout d'interdire aux mineurs, pas du tout. C'est que par contre, ceux qui ont dans le cadre de la loi sur la majorité numérique et de la protection des mineurs de manière plus générale, de regarder les fonctionnalités des jeux vidéo pour protéger les mineurs.
Voilà, c'était ça ce qu'a souhaité indiquer le président. Mais on sent que le débat n'est pas encore totalement mûr, on va dire. Et c'est sain en fait qu'un président, un gouvernement, des parlementaires se posent des questions et regardent quand on a une ambition, protéger nos mineurs face à l'impact des réseaux sociaux et de l'IA notamment, qu'on se permette finalement d'envisager, de regarder toutes les situations. Ça ne veut pas dire interdire, ça ne veut pas dire empêcher. Merci beaucoup Madame la Ministre d'être venue sur le plateau de Tech & Co ici à Cannes. Merci. Ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, Tech & Co, toujours à Cannes, à ce sommet de l'IA. On revient dans un instant, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne, François Sorel. Voilà, Tech & Co, la quotidienne, toujours au World Artificial Intelligence à Cannes. Vous le savez, pour ces 2 jours, nous sommes ici, studio délocalisé. Vous voyez, nous sommes au cœur, en fait, de l'animation, de l'effervescence qu'il y a, avec énormément d'acteurs dédiés à l'IA qui sont présents. Et je suis très heureux d'accueillir un fidèle de Tech & Co qui vient nous voir de temps en temps pour nous faire partager sa passion envers la musique et la tech. C'est Jean-Michel Jarre. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous d'être ici. Je sais que votre agenda Je parlais à vous, je parle à toi personnellement, mais à vous BFM Business d'être ici. C'est extrêmement important sur cet événement qui est sans doute un des événements les plus importants en matière d'intelligence artificielle en Europe. Alors justement, quelle est la raison de ta présence ici à ce salon? Alors en fait, je suis je suis tout à fait l'ambassadeur du World AI Film Festival qui va avoir lieu en avril, oui. et aussi de ce forum depuis le départ que je suis avec beaucoup d'affection. Parce que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir justement remettre les sujets d'intelligence artificielle dans un domaine aussi général que possible, et notamment en ce qui me concerne pour le secteur de la culture. Aujourd'hui, on a trop tendance, ce qui est peut-être dans l'ADN humain d'ailleurs, de penser parce qu'on pense toujours que hier c'était mieux, demain ça sera pire, et qu'en fait l'IA représente une menace. Et c'est un petit peu toujours le même sujet, qui est le fait que l'innovation est toujours considérée, paradoxalement d'ailleurs, dans les domaines, dans les secteurs culturels, comme le milieu du cinéma ou le milieu de la musique, comme l'innovation pouvant être une menace potentielle. On se souvient par exemple du début de la photographie. Les peintres signaient des pétitions pour interdire la photographie en disant c'est la fin de la peinture. Au début du cinéma, les gens du théâtre pensaient que le cinéma était une menace, de la même manière que la télévision serait une menace pour le cinéma, de la manière que au début de ma carrière, j'ai introduit la musique électronique à l'Opéra de Paris, et je me souviens que des musiciens de l'orchestre débranchaient la sono en disant les synthés, c'est la fin de l'orchestre. Et on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois, il y a cette espèce de vision dystopique du futur en se disant finalement l'innovation, une technologie qui arrive, va finalement tuer la création. C'est le contraire. La technologie est un catalyste pour les nouvelles formes d'art. Elle transforme le processus créatif. De la même manière que... en fait, on n'a pas... Sans violon, on n'a pas Vivaldi. Sans les caméras, on n'a pas Christopher Nolan ou Tarantino. Sans les composants électroniques, on n'a pas de musique électronique. On n'a pas de Jean-Michel Jarre, d'une certaine manière. Non plus. Tu as tout à fait raison, mais malgré tout, l'IA pose des questions. Parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels ou des services sur le web où on donne un thème d'une chanson, on dit qu'on a envie d'avoir un timbre de voix, un style de musique, on appuie sur un bouton et ça génère une chanson. Alors il y a quelques mois de ça, c'était pas terrible, sauf que il y a quelques semaines de cela, une chanson entièrement générée par l'IA a été numéro 1 du top aux États-Unis, une chanson de country. Pas de chanteur, pas de musicien. Ça pose quand même des questions parce que finalement l'humain, l'oreille humaine n'arrive pas à différencier le talent humain au talent entre guillemets de l'IA. Est-ce que ça brouille pas un peu les cartes? Mais je pense qu'il faut arrêter la parano.
Je pense que le nouveau Miles Davis, le prochain Miles Davis, le prochain Gainsbourg ou la prochaine Billie Eilish n'a rien à craindre. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA moissonne le passé. Ce qui fait la caractéristique d'un artiste, c'est de prendre dans son big data analogique, personnel, qui est quoi? Sa mémoire, sa culture, son environnement, et d'en faire quelque chose de spécifique qui correspond à son style. Donc, je dirais que pour le standard, ça pourra peut-être, pour la pop standard, le standard, ça pourra peut-être poser un problème, mais ça ne va pas du tout affecter le talent. Ça ne va pas empêcher de créer de nouveaux talents. Bien sûr que non, au contraire. Je pense que l'IA va permettre de démocratiser les outils de production. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour le cinéma. Mais je sais que tu prépares un nouvel album. Oui, absolument. Qu'on attend avec impatience. Oui. Et tu vas utiliser l'IA forcément. Beaucoup, bien sûr. Mais comment vas-tu l'utiliser? Je l'utilise beaucoup déjà depuis plusieurs années. Comme tu le sais, on a eu l'occasion d'en parler. Dans les projets de réalisation augmentée, de réalisation virtuelle. Et par exemple, les concerts que j'ai pu faire l'année dernière, la totalité de la scénographie, je l'ai consciemment conçue avec l'intelligence artificielle. Et je revendique tout à fait que le résultat est totalement original. C'est totalement mon univers. Donc j'ai utilisé l'IA pour moi comme une forme je dirais, d'extension de mon imagination. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui vient polluer ma créativité. Au contraire, c'est ce que je dis souvent, pour moi, IA, c'est moins l'acronyme d'intelligence artificielle pour moi que d'imagination augmentée. Ouais. Quand on voit aussi tes spectacles grandioses, est-ce que l'IA t'aide par exemple à créer des scénographies, à créer des visuels, des choses comme ça aussi? Il y a tous les concerts que je suis justement en train de préparer pour cette année, pour l'année prochaine, est entièrement conçu avec l'intelligence artificielle. Et j'ai la prétention de penser que ou l'humilité de penser que sans l'IA, je ne pourrais absolument pas arriver au résultat que je suis en train d'achever avec ce que je suis en train de faire. Parce que, en fait, j'ai un dialogue en permanent avec une sorte de super collaborateur. Et c'est comme ça que je considère l'IA. Est-ce que ça va avoir un impact quand même sur le monde du spectacle et on va dire de la musique, à ton avis? Parce que tu parlais tout à l'heure, tu prenais l'exemple de Billie Eilish. Billie Eilish, avec son frère, elle fait un album quasiment entièrement dans sa chambre avec un Mac. D'accord? Ce qui était inenvisageable il y a encore 10 ans finalement. Mais aujourd'hui, avec un ordi, on peut faire un album. Et tu en es le parfait exemple aussi. Est-ce que l'IA ne va pas aussi permettre à des gens finalement de faire peut-être de magnifiques choses, mais toute seule en fait finalement, sans avoir besoin de collaborateurs ou de musiciens? C'est exactement cette question. Tu aurais pu me la poser il y a une vingtaine d'années par rapport à l'émergence de l'ordinateur et des logiciels par rapport à la musique. Oui. Où un certain nombre de gens ont dit finalement on n'aura plus besoin de musiciens, on n'aura plus besoin d'orchestre. Non, la technologie ne détruit pas la création, elle la transforme. Et c'est ça qui est différent. L'IA aujourd'hui va effectivement générer les genres musicaux, si on parle de musique, de demain. Le hip-hop de demain, le rock-and-roll de demain, la techno de demain ou le jazz de demain sera évidemment généré par les nouvelles manières de composer, de créer. Donc je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Comme disaient nos grands-mères, on n'arrête pas le progrès. Donc plus vite on l'embrasse, plus vite on l'explore, plus vite on l'exploite, plus vite éventuellement on peut en combattre les effets négatifs, parce qu'il peut y en avoir, notamment en matière de droits d'auteur et en matière de propriété intellectuelle. Oui, ça c'est un vrai problème, les droits d'auteur, parce qu'on sait que ces chansons générées par l'IA se nourrissent en fait de musiques qui sont disponibles sur le web, mais ces musiques-là, en fait, elles sont pas récompensé par cette chanson qui a été créée. Il n'y a pas de réattribution de droits. Est-ce qu'on va arriver à régler ce problème ou est-ce que ça va être le Far West encore pendant des années? Je pense que c'est le Far West aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que si je prends l'exemple du smartphone, dans un smartphone, la partie smart, c'est nous, les créateurs. C'est l'image, c'est le son, c'est le visuel. Pour l'IA, c'est la même chose. La valeur et la valorisation des sociétés d'IA dépendent très largement de notre contenu. C'est-à-dire que la création humaine
est la fondation de l'IA générative. Oui, oui. Sans notre contenu, l'IA se bornerait à moissonner les mots du dictionnaire. Donc, il faut, mais en même temps, paradoxalement, ce n'est pas en appliquant le système du droit d'auteur tel qu'on l'a conçu depuis Beaumarchais, depuis 200 ans, qu'on s'en sortira. Parce que aujourd'hui, les algorithmes de l'intelligence artificielle n'arrivent plus à sourcer l'origine de ce qu'ils vont moissonner. Donc, il faut, au bout d'un moment, se dire que dans le gâteau digital 3.0 qui est en train de se constituer, nous, les gens du monde de la création, nous sommes des partenaires de ces sociétés. Il faut qu'on a droit donc à une part de ce gâteau digital, et donc on est partenaire et on n'est pas seulement spectateur. Et il faut que ça puisse déboucher sur un accord commercial global. C'est-à-dire qu'on ait une part des recettes de ces sociétés qui dépendent de notre contenu, et qu'ensuite nous on se débrouille de notre côté, le monde de la création, les gens du cinéma, de la musique, du jeu vidéo, du journalisme, des médias, des gens comme vous, BFM ou autres, et que nous on se débrouille pour rétribuer ce qui nous revient. Mais il faut qu'on puisse parler une grammaire qui corresponde à la technologie dont on parle. Aujourd'hui, appliquer le droit d'auteur tel qu'on l'a conçu depuis 200 ans ne marche plus. Il faut qu'on trouve un autre système. Mais ce système, on va le trouver. Jean-Michel, tu reviens de Chine et tu as été bluffé par la vitesse à laquelle la Chine innove dans tous les domaines. Tout à l'heure, on parlait de robotique, c'est impressionnant et tu as dû voir des choses folles. Mais même dans le domaine de la musique et de l'intelligence artificielle, ils ont, on va dire, une marge d'avance sur nous, sur ce sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on ne sait pas assez, c'est que la Chine n'a pas seulement une marge d'avance en termes d'innovation technologique, mais aussi de manière presque philosophique dans l'approche que la Chine peut avoir aujourd'hui de l'usage de l'outil. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil est neutre. L'outil, comme on le sait, est neutre. C'est l'usage qui peut être mis en question. Et on pense souvent que l'IA va nous emmener à une forme de standardisation des usages. Or, quand je prends l'exemple, par exemple, du Conservatoire de musique de Pékin, ce qui est très intéressant, je te donne un exemple. L'IA, ils s'en servent dans beaucoup de domaines. Le premier domaine, c'est d'analyser, par exemple, les partitions. On prend une partition de Stravinsky du Sacre du Printemps et d'analyser, pour les étudiants, savoir comment est constituée et comment est construit une partition. Ça, c'est une chose. L'autre chose, par exemple, qui va dans le sens de ce que je dis, d'une IA appliquée à l'individu, c'est le fait que quand on apprend un instrument, on s'y prend toujours mal. Pourquoi ? Parce que quand on aborde le violoncelle ou le violon, on va commencer à prendre des mauvaises habitudes, puisque le doigté qu'on va t'enseigner, c'est un doigté standard qui va être enseigné par le professeur. Ouais. Or, la morphologie de ta main, de la mienne ou des gens qui nous écoutent sont différentes. Donc là, l'IA un des aspects de l'IA, l'IA met au point, par exemple, des gants qui te permettent dès le départ, en fonction de la morphologie de ta main, de ne pas prendre de mauvaises habitudes et dès le départ d'apprendre l'instrument de la bonne manière. Voilà un très très bon exemple, très simple, qui montre à quel point l'IA peut en fait finalement arriver à apporter à améliorer l'individu. Pas de manière collective, mais de manière individuelle. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante et que j'ai été très, très impressionné justement par cette approche, je dirais, tactile, résiliente et presque philosophique de l'IA qu'a la Chine aujourd'hui. Dernière question, Jean-Michel. Est-ce que l'IA peut survivre à Jean-Michel Jarre? On voit qu'il y a pas mal d'artistes aujourd'hui qui ne sont plus là et à qui on redonne la voix, par exemple. Michel Polnareff, qui était sur le plateau Tech & Co il y a quelques mois, a développé une IA et en fait on peut parler à Michel Polnareff de par tout ce qu'on a pu récupérer de data sur Michel Polnareff. Voilà, c'est un avatar. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu te dis finalement qu'est-ce qui va rester de mon héritage et est-ce que l'IA peut avoir une part là-dedans? Non seulement j'y pense, mais en fait j'en ai été le témoin il y a quelques semaines en Chine, puisque j'ai dialogué avec moi à 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être en face de toi, j'étais en face de moi à 25 ans, et donc on a dialogué. Ouais. J'ai dialogué avec mon avatar qui avait ma voix,
et qui me posait des questions sur son futur. Donc on est en même temps en pleine science-fiction, mais c'est ça qui est extrêmement, pour nous artistes, extrêmement jubilatoire, et que l'IA nous offre des possibilités, des perspectives absolument excitantes. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu dans ma vie trois périodes trois révolutions. La première, la révolution analogique de l'électronique. La deuxième, l'émergence du numérique. Et la troisième, l'intelligence artificielle. Et qui est probablement la plus excitante. La plus excitante. Et on attend avec impatience ton nouvel album, Jean-Michel. Absolument, et beaucoup d'autres choses liées à l'IA dans les mois qui viennent. Avec des événements en France prévus ou pas? Oui, absolument. 2026, je suis un peu à l'étranger, mais 2027, je prépare une tournée mondiale, évidemment, avec beaucoup de dates en France. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Merci d'être passé par le plateau Tech & Co. Et bravo encore d'être ici, FM Business. Et merci d'être venu, Jean-Michel Jarre. Donc, et vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne se poursuit ici à Cannes, bien sûr. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, pour terminer cette première émission depuis Cannes, ce premier Tech & Co, la quotidienne, j'accueille Eric Salobir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de Human Technology Foundation. Vous suivez évidemment l'évolution de l'intelligence artificielle et vous allez nous expliquer votre point de vue, comment intégrer l'intelligence artificielle avec les humains finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes prêtre de l'ordre des Dominicains. Et j'aimerais avoir déjà que vous vous présentiez à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est rare d'avoir un prêtre dans Tech & Co. Et après, expliquez votre cheminement pour expliquer l'IA. Alors effectivement, mon night job, c'est d'être prêtre. Mon day job, c'est de diriger une fondation qui travaille sur l'éthique et la gouvernance de l'IA. Ouais. Les deux sont quand même un peu liés au sens où, au cœur des préoccupations, il y a l'humain. L'humain dans sa vie, l'humain dans la façon dont il utilise les technologies. Et en fait, je suis arrivé à ça. Au départ, je m'occupais beaucoup de technologies numériques, de réseaux, de communication. Vous avez été entrepreneur d'ailleurs aussi. J'ai été entrepreneur. En fait, on a créé différents projets. Et puis petit à petit, on m'a demandé de plus en plus de travailler sur des questions éthiques, de gouvernance. Des entreprises sont venues nous voir, des administrations sont venues nous voir. Et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on monte une fondation, qu'on fasse se parler tous ces gens. Parce que finalement, ce qui manque, c'est surtout au niveau international, le bon dialogue avec les bonnes personnes. Alors vous représenterez l'Église catholique. Est-ce que le fait que vous soyez prêtre modifie votre vision en fait de la relation entre l'intelligence artificielle et les humains, à votre avis ? Alors moi, je ne représente pas toute l'Église catholique, je représente moi-même, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je suis attentif à ce qu'on ne parle pas seulement des utilisateurs, parce que tout le monde a les yeux fixés sur le client, l'utilisateur, combien on en a, comment il fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un cran en dessous au niveau on va dire, de l'operating system de l'humain et essayer de comprendre vraiment les fondements anthropologiques. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que l'humain, par exemple, anthropomorphise la machine et lui parle? Pourquoi des jeunes font un dating, c'est-à-dire en gros sortent avec une app, alors que par définition, ils savent bien que c'est une machine? Tout ça, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est un sujet passionnant, en effet. On voit qu'il y a de plus en plus de relations étonnantes avec les LLM, en fait, les assistants vocaux et les intelligences artificielles. On se souvient, l'année dernière, Sam Altman, en plein été, change le ton et l'empathie de ChatGPT. Et il a reçu des milliers de mails et de messages en fait, d'utilisateurs qui disaient « mais c'est pas la même IA, j'ai l'impression de discuter avec quelqu'un d'autre, c'est plus mon ami ». C'est inquiétant d'avoir ce type de réflexion ou pas, à votre avis? En fait, ce que je dirais en premier, c'est que c'est humain. C'est-à-dire, en fait, je pense que quand vous étiez petit, vous avez parlé à votre sans-pluche. L'humain cherche toujours quelqu'un à qui parler. Oui, mais bon, quand on est adulte et qu'on parle à son ours en peluche, c'est plus problématique quand même. Quand on est enfant, ça va. C'est vrai, mais l'ours en peluche, il ne vous répond pas. L'IA, elle vous répond et en plus, elle vous répond des choses plutôt intelligentes. Ouais. Et en plus de ça, elle est utile. Donc à un moment, effectivement, il y a cette tentation de se trouver un peu embarqué dans une relation, quelque part de considérer l'IA plus comme un interlocuteur que comme un outil. Pour moi, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux, mais ce mi-chemin, on ne l'a pas encore pensé, on ne l'a pas encore imaginé. Est-ce que finalement nos sentiments ne sont pas... Il n'y a pas un leurre avec l'IA, c'est-à-dire qu'on a l'impression de discuter avec un humain, donc on s'attache, mais parce que c'est ce que l'IA veut.
finalement, parce que derrière, il y a des considérations commerciales, il y a de la fidélité. Parce que si ChatGPT est gentil avec nous, j'irai peut-être plus souvent poser mes questions sur ChatGPT que sur Gemini ou sur le chat, etc. Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas berné par tout ça? En fait, c'est pas ce que l'IA veut, parce que l'IA, elle ne veut rien. Et ce que veulent les concepteurs de l'IA, c'est qu'on l'utilise. Évidemment. Et on se rend compte qu'effectivement, l'utilisateur est souvent dérangé. On dit tous qu'on aimerait une IA qui nous challenge, une IA qui nous met au défi, une IA qui nous dit « mais pourquoi tu me poses cette question? Mais est-ce que tu es vraiment sûr de toi ?» En fait, on se rend compte que les utilisateurs n'aimeraient pas tellement discuter avec une telle IA. Ce qu'ils aiment, c'est quand même un peu qu'on aille dans leur sens. Et je pense que l'humain, et ça c'est un autre trait de caractère, l'humain évite le conflit. Et même avec votre meilleur ami, avec votre conjoint, vos enfants, vous pouvez avoir des moments de tension. Avec l'IA, vous ne l'aurez jamais. Et c'est ça qui fait qu'un certain nombre de jeunes, par exemple, veulent se confier à une IA parce qu'ils considèrent sur des choses très intimes, des peines de cœur ou autres, qu'ils ne sont pas jugés et que quelque part, il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire quelque part, ils demandent à l'IA, mais l'IA, elle, ne leur demandera jamais rien. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux, justement, de voir de plus en plus d'adolescents qui s'attachent à leur IA, qui parfois même se renferment sur eux-mêmes et ne discutent même plus avec les humains? Parce que les humains, eux, n'ont pas ces filtres-là. Alors effectivement, il y a une asymétrie au sens où l'IA, elle, ne veut rien, l'IA ne s'attache pas, alors que vous voulez et vous vous attachez. Donc effectivement, ça peut présenter un danger. Il y a des formes de dépendance, il y a une espèce de déclin cognitif. Et elle peut faire même semblant de s'attacher. On le voit qu'il y a des IA elle fait semblant, mais elle est programmée pour ça. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, tout le danger, c'est peut-être quelque part de se laisser entraîner dans cette voie-là. Mais cette voie-là, pour moi, elle n'est pas immuable, elle n'est pas obligatoire. En fait, on peut tout à fait programmer les IA différemment, on peut décider de les utiliser différemment et surtout, on peut former dès le plus jeune âge les jeunes à une utilisation particulière de l'IA. C'est pas trop tard, à votre avis? Je ne pense pas que ce soit trop tard. En fait, c'est une technologie qui est encore très jeune. Les modèles changent tous les 3 mois. Les business models ne sont pas encore complètement trouvés. Vous voyez qu'un Français sur 2 utilise aujourd'hui une IA au quotidien pour échanger, voilà. Oui, mais quand vous regardez, il y a 1 an, il y avait une étude qui disait que les jeunes utilisaient massivement l'IA pour se confier sur leur vie personnelle, etc. Cette année, la même étude Harvard Business Review a complètement revu ces chiffres en disant on s'était un peu trompé sur la méthodologie. En fait, ils sont très attentifs à la pensée critique, ils sont très attentifs à l'apprentissage social, ils sont très attentifs à éviter le déclin cognitif. Donc en fait, on voit que d'un côté, les jeunes se laissent entraîner et en même temps, ils ne sont peut-être pas si dupes qu'on croit. Mais alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller voir ces géants américains qui pilotent ces IA en leur donnant des garde-fous? Ou est-ce qu'il faut finalement sensibiliser les humains à garder ce recul nécessaire par rapport à l'IA et ne pas tomber dans les excès qu'on peut voir parfois? À votre avis? Je pense que non seulement il faut faire les deux, c'est-à-dire beaucoup sensibiliser, former et dialoguer avec les grands patrons de la tech, mais il faut peut-être aussi développer nos propres modèles d'IA qui vont correspondre à nos propres valeurs, à nos propres usages. L'Union européenne est quand même un peu en retard sur ce sujet-là. On voit qu'on a quand même quelques champions. Peut-être qu'il faut qu'on les booste. Peut-être qu'il faut qu'on ait des IA différentes qui vont induire une utilisation différente. Mais ces IA différentes, quels intérêts elles auraient à exister, en fait? Est-ce qu'il y a un business derrière tout ça? Parce qu'on est d'accord que derrière tout ça, il faut qu'il y ait un business. Alors moi, je pense qu'il y a un business parce qu'on voit qu'un certain nombre d'entreprises européennes ont du mal à trouver un modèle d'IA qui leur convient vraiment. Ils font beaucoup de fine-tuning, ils retouchent, mais ils ont l'impression quelque part qu'il y a quelque chose à la base qui n'est pas eux, qui ne correspond pas à l'identité de l'entreprise. Si on a des entreprises qui sont peut-être plus proches de leurs clients, plus proches de leur marché et qui développent des choses plus spécifiques, là, on peut avoir un business model. Et à partir du moment où ces entreprises-là génèrent du revenu en B2B, elles peuvent aussi offrir ces services-là plus largement au grand public. Petite question parce que vous êtes prêtre, rappelons-le aussi, est-ce qu'au quotidien, ça change votre job, l'IA, en tant que prêtre? Alors en tant que prêtre, pas encore, parce que les gens ne se confessent pas à une IA, les gens ne vont pas à la messe par IA. Ça peut être un danger, ça, ou pas? Moi, je ne le vois pas comme un danger immédiat. Ce que je verrais comme danger, c'est un certain nombre de gens commencent à proposer des services de ce style-là, du style, je sais pas, accompagnement spirituel par IA. Oui, mais est-ce que demain, on ne pourrait pas se confesser à une IA, finalement? Le gros problème, c'est que
Pourquoi est-ce que les gens vont se confesser? C'est pas tellement pour le plaisir de raconter tout ce qu'ils ont fait qui est pas bien, ça fait pas très plaisir. C'est pour se sentir pardonné. Pour se sentir pardonné, il faut se sentir pardonné par un humain qui dit je te vois et je te pardonne. Quand une machine fait ça et que vous recevez le ticket en disant c'est bon, vous êtes pardonné, au fond, quelque part, vos mauvaises actions, vos problèmes, etc., ils vont continuer à tourner en boucle au fond de vous. Mais vous n'oubliez pas l'anthropomorphisme, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Finalement, est-ce qu'on ne va pas, parce que l'IA est empathique, parce qu'elle sait arrondir les angles, nous faire croire qu'on va être pardonné, alors que finalement, c'est comme vous le dites, c'est les dirigeants de cette IA qui vont le vouloir. C'est une question intéressante, mais ce que je pense, c'est que l'anthropomorphisme, il va jusqu'à un certain point, et à un moment, c'est quand même vraiment le contact, mais même le contact présentiel. On ne peut pas se confesser par téléphone, par exemple. Pourquoi? C'est parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un humain au bout du fil, oui. Il faut qu'il y ait une rencontre. Et la rencontre, elle passe par une forme d'incarnation. Vous et moi, on est face à face, en plateau, et là, il y a une conversation. Et je pense que c'est ça aussi qui est nécessaire. Et là, pour que l'IA arrive à ça, pour le moment, on est encore très très loin. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co, Eric Salaubière. Très intéressant de vous écouter. Merci à vous. Et alors, dernière petite question. Vous êtes ici donc à Cannes pour ce grand salon dédié à l'intelligence artificielle. Vous recherchez quoi ici ? Alors d'abord, je viens intervenir tout à l'heure sur scène, oui, en parlant justement de la relation entre l'humain et la machine qui parle. D'accord. Et puis je viens à la recherche de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles idées, de nouvelles ressources. Je pense qu'en fait ce monde évolue très vite et qu'il faut rester constamment à l'écoute et jamais rester ancré sur ces certitudes qui au bout de 3 mois sont vite périmées. Voilà, et ne pas oublier que l'humanité doit rester au centre de tout ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Rappelons que vous êtes le président de Human Technology Foundation et prêtre de l'ordre des Dominicains. Merci. Merci. Et voilà, ce Tech & Co, la quotidienne est terminé. Un vrai plaisir que d'être avec vous depuis Cannes. On est tellement heureux d'être là qu'on sera là demain aussi pour ce grand salon dédié à l'intelligence artificielle. Je vous souhaite une très très belle soirée. Les replays, les podcasts de ce rendez-vous qui vous attendent. Et à demain donc, 19h30. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.